Eh bien, le bonjour, vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Vous êtes peut-être sur la route, notamment les frontaliers, je sais que vous êtes nombreux, ou alors en train de courir, de faire du sport, ou tout simplement chez vous, peut-être en train de ranger, ou alors vous m'écoutez au calme. Vous êtes les bienvenus. Également, quand vous êtes à la salle de sport, je sais qu'il y en a beaucoup, et aussi sur les chantiers qui m'écoutent. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier, de la liberté des gros billets, et aujourd'hui, on va parler de prendre sa retraite à 34 ans avec Guillaume, que j'avais déjà reçu sur le podcast. Guillaume, en plus, il était intervenu dans ma formation négocier pour faire des gros billets, et du coup, là, il a écrit un livre, c'est pour ça qu'il m'a contacté, pour parler de ça, et puis parler plus largement de son parcours. Parce que c'est vrai que c'est la personne, je pense, qui a arrêté le plus tôt que je connaisse grâce à l'immobilier, notamment avec sa stratégie qu'il nous a déjà expliqué, mais sur laquelle on va revenir, bien sûr. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir. Ce que j'aime bien avec Guillaume, c'est qu'on a la même vision, c'est-à-dire que personne nous embête, mais on l'accomplit de façon très différente. Donc lui, il est allé se mettre au vert avec sa famille, et ça lui convient très bien comme ça, alors que moi, c'est plutôt la speed life, fast life, je suis tout le temps en mouvement. Voilà, là, quand vous allez m'écouter, je serai en train de clôturer ma valise, voire peut-être de l'ouvrir en compagnie de personnes charmantes, dont mon associé qui habite au Canada, que j'ai pas vu depuis septembre. On s'était vu à Chamonix dans son appart, donc c'était vraiment cool. Mais là, ce sera un autre climat. Voilà. Donc, ça va être le programme du podcast du jour. Avant de démarrer, j'ai quelques petites news à vous donner. Première news. Si vous ne me connaissez pas, bien sûr, je suis multi-investisseur en millions d'euros depuis 13-14 ans maintenant. J'ai quitté la France un peu en même temps, voire enfin un petit peu avant même, mais j'y reviens très souvent. D'ailleurs, j'y suis là au moment où j'enregistre. Du coup, j'ai été chez le notaire vendredi dernier. Et petit point, parce que je vends un appartement, donc signature de compromis. Et petit point intéressant, c'est l'appartement. On me demande toujours, mais Thibaut, pourquoi t'as pas d'immeuble? Et là, vraiment, je savais, j'étais convaincu de ma stratégie, hein, bien entendu. C'est pour ça que je l'ai répété des dizaines de fois, que j'ai des dizaines de lots. Mais là, du coup, on vend à qui? On vend pour un projet de résidence principale, donc à quelqu'un qui n'en a que faire de la rentabilité du bien. On vend 30% de plus qu'on a acheté, voire même un peu plus, mais en net vendeur, 40% même avec les frais d'agence, mais bon, ça c'est pas pour nous. Mais voilà, c'est exactement la stratégie que je voulais appliquer, c'est-à-dire ne pas vendre à des, entre guillemets, gros rats d'investisseurs qui vont se baser que sur les chiffres, qui vont pas regarder ni vraiment la localisation du bien, ni l'attrait du bien en lui-même, soit ils vont regarder que les chiffres, et je sais que du coup ça nuit fortement à la... en fait, en finance, moi, si vous le savez pas, j'ai étudié pendant 12 ans la finance, j'ai une longue expérience dans le domaine, voilà, plus que 10 ans aussi. Et en fait, il y a deux notions qui sont importantes. Le TRI, taux de rendement interne, et la valeur actualisée nette, on appelle ça la VAN. Et en fait, c'est ce que ça veut dire tout simplement, ce concept, qui, sachant que le TRI peut très fortement être piloté, surtout au début de la création d'un investissement. Bon, peut-être que je ferai un épisode là-dessus, c'est assez intéressant sur les fonds. Si vous êtes investisseur en action, les fonds, quand vous regardez le taux de rendement interne d'un fonds qui existe depuis longtemps, très souvent en fait, on peut biaiser les chiffres. Et de plein de façons. Donc les private equity biaisent les chiffres, c'est connu. Il y a des petites mécaniques en fait pour biaiser les chiffres au début, et même 30 ans après, en fait, la performance, elle va toujours être impactée par ça. C'est pas le sujet de l'épisode. Le sujet, c'est un appartement d'investissement immobilier. Ce qui compte, c'est combien tu récupères d'argent au bout du bout, en fait. Une fois que tu as tout mis en œuvre, combien tu récupères. Souvent, il y a des personnes qui, moi, en ce moment, j'ai plusieurs personnes qui m'ont rejoint pour les coachings, et très souvent, les gens parlent du cash flow. Le cash flow, si on en a, tant mieux, mais c'est pas indispensable. Dans pas mal de régions de France, c'est de plus en plus dur d'avoir un cash flow. Une fois qu'on a vraiment tout pris en compte, c'est pas impossible, mais voilà, c'est pas forcément c'est pas là où il faut mettre forcément le focus, selon moi en tout cas. Et et du coup, le cash flow, c'est vraiment une seule des petites composantes d'un investissement. Et ce qui compte le plus, bien sûr, dans cette valeur actualisée nette ou le taux de rendement interne, c'est combien vous avez acheté, combien vous allez vendre. Donc voilà. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas d'immeuble? Eh ben là, j'étais face à l'acheteuse
C'était quelqu'un qui avait rien à voir avec, c'est une musicienne, donc rien à voir avec le monde de l'investissement et c'est typiquement pour ça que j'achète des biens, qui peuvent se destiner à des résidences principales et qui sont pas, pour les investisseurs immobiliers parce que, du coup, le prix ne rentre plus en compte, enfin le taux de rendement, le temps de renta et tout ne rentre plus en considération. C'est un appartement que du coup moi on faisait tourner à peu près, 10% de renta, entre 9 et 10 et la personne là, elle l'achète à 5 et je veux dire à un investisseur, je pourrais pas ou à 6 je pourrais pas lui vendre un ce genre de bien. Donc elle va être très bien dedans. C'est un appartement que j'avais acheté quand je m'étais dit: «Bah, si je rentre en France, je pourrais même limite habiter dedans temporairement, voire même plus longtemps». Donc voilà, ça c'est, puis elle disait déjà qu'elle avait changé la cuisine qui avait été refaite il y a quoi? Il y a 6 ans, 7 ans. Donc nous, par exemple, les investisseurs, on fait pas ça. Donc tout ça pour dire que, bah, moi stratégie c'est la bonne, mais c'est pas trop le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais chez le notaire et l'appartement, il avait un DPE, chauffage électrique et le DPE, il a été fait en novembre quand on l'a mis en vente et là, du coup, j'étais chez le notaire, agent immobilier, notaire, vendeuse, acheteuse et moi. Et bah, il y a que moi qui ai tiqué. J'ai dit: «Beh, vous savez, les DPE ont changé, très probablement que vous avez une meilleure note maintenant» et ça a pas raté. On a été voir, le DPE, il est passé en E, en D et l'acheteuse, elle était toute contente. C'était ça le point sur lequel je voulais venir. Elle était toute contente, alors même que c'est pas pour louer. Donc on voit quand même la puissance, hein, le lavage un peu de cerveau, de ces DPE. Heu, on se réjouit de quelque chose qui a pas changé. L'appartement, il y a rien qui a changé. C'est juste le calcul qui a changé et hem et en tout cas, on s'en réjouit, donc c'est, très impressionnant. J'étais quand même surpris. J'étais content, que, l'appartement il soit en D, comme ça la rassure dans son investissement, dans son achat et déjà ni la notaire ni l'agent immobilier, donc on a signé le 23, donc ça maintenant enfin c'est un truc qui est connu pour nous, était au courant de ce changement de DPE et bah, heureusement que moi je suis là, avec les centaines, les millions d'heures, de d'immobilier que j'ai fait. Non, peut-être pas des millions, mais bah, en tout cas, je m'y connaissais mieux en investissement immobilier que l'agent immo et la notaire, en tout cas sur ce sujet. Voilà. Deuxième point, sur mon site grosbiais.com, j'ai ouvert, vous allez dessus, vous allez le voir directement. Vous pouvez prendre un appel avec moi directement, gratuitement. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? En fait, je l'avais jamais fait en 5 ans. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Parce que là, en janvier, bah, vous l'avez peut-être suivi, j'avais ouvert des places pour le coaching, des places qui sont parties super vite et dans ce cadre-là, j'ai fait des appels. Et bah, j'ai trouvé ça, et je le savais déjà, mais c'est vraiment en fait la partie que je préfère dans toute cette activité autour du podcast, c'est pouvoir aider des investisseurs, tous ceux que j'ai aidés personnellement ou que mon associé Michel a aidé. Eh ben, on a apporté de la grosse valeur, ils ont fait des investissements rentables, etc. On a reçu plein sur le podcast. Mais du coup, voilà, j'adore échanger avec des investisseurs. Donc, si vous pensez que je peux vous débloquer, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Bien sûr, je vais pas laisser ouvert tout le temps le créneau pour prendre des appels, mais ça me fait plaisir d'échanger avec des investisseurs, que vous soyez débutant entre 0 et 20 lots. Je pense que je peux vous apporter quelque chose. Après, je pense que vous êtes largement autonome, donc vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com, prendre un appel. Hem, Pensez à vous présenter rapidement et je vous reconfirmerai le créneau puisque là, je vais être sur d'autres fuseaux horaires, etc. Mais n'hésitez pas, voilà, à prendre un appel sur et puis on discutera de vos projets IMO, bourse, side business, business en ligne. Voilà, il y a plein de choses à faire. Là, j'ai commencé l'année sur sur les chapeaux de roue. Je vous le cache pas, ça a très 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 bien fonctionné. Ça commence en fait quand ta source de revenus la plus faible, elle dépasse le salaire de ton pote qui gagne le plus, ça commence ça commence à faire pas. Non, non, mais voilà, on travaille beaucoup, je travaille beaucoup, mais ça paye. Vraiment, je pense que là, je suis dans une bonne dynamique depuis quelques mois sur, tous les business en même temps. Donc c'est top, et j'ai mis, beaucoup de réflexion quand même et j'ai investi aussi de l'argent et beaucoup d'énergie. Mais vraiment là, ça paye, plus que jamais.
Donc ça tombe de partout, tant mieux pour moi. Et c'est pour ça que je peux me permettre de vous donner des appels gratuits, parce que bah voilà, tout le reste ça tombe de partout. Ok. Ensuite, bah voilà, conséquence aussi un peu de ça. Euh, Épisode de la semaine dernière avec Jonathan sur les salles de sport. On s'est fait, soit Jonathan, j'avais bien fait de mettre un formulaire en place. Sinon, vous pouvez aller dessus pour contacter Jonathan. Mais en tout cas, si c'est pas déjà fait, je peux que vous recommander d'écouter l'épisode de la semaine dernière avec Jonathan. On s'est fait allumer niveau message, DM, commentaires sur ma vidéo YouTube. Moi, en fait, je poste sur YouTube, c'est en automatique si vous voulez, parce que je fais du podcast audio. Mais là, on avait fait une vidéo avec Jonathan, on avait loué un studio, vous en doutez, ça coûte des centaines d'euros. J'avais payé un monteur, on avait fait ça bien, on a fait des réels et tout, parce que ben, je trouvais le sujet, il sortait des sentiers battus. Le sujet donc d'ouvrir une salle de sport, combien ça rapporte, quels sont les avantages par rapport aux autres business physiques. Et et même au business en ligne, il y a des gros avantages, notamment par exemple qu'on peut revendre. On peut aussi le faire en e-commerce, mais bon, l'e-commerce c'est quand même un business qui est compliqué. Mais voilà, l'épisode il a super bien fonctionné. Sur YouTube, on a 3000 vues, des dizaines de commentaires. Voilà, ce qui arrive jamais, vu que normalement, bah, les podcasts ils sont diffusés seulement en audio sur YouTube et c'est pas vraiment une plateforme d'audio. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent sur YouTube, c'est pour ça que ça poste en automatique. Mais moi, voilà, les milliers d'écoutes, elles se font plutôt sur les plateformes audio. Donc ça fait trop plaisir. Si c'est pas déjà fait, bah vraiment pensez à aller aller écouter l'épisode. C'est super intéressant. Ça, je trouve, ça apporte vraiment une petite bouffée d'oxygène. Autant l'immobilier, je trouve que c'est un super bon business et je suis très fan. J'ai gagné des millions d'euros en immo et autant le business physique, ça a quand même du charme. On peut pas le dire quand, je pense, quand ta salle de sport, elle t'appartient, que tu y vas tous les jours et tout, ça, c'est autre chose. C'est pas du tout fait pour moi, hein, clairement, parce que moi, je suis jamais chez moi. Mais c'est, je pense que ça a vraiment intéressé beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de retours moi-même et Jonathan il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de retours. Et suite à ça, d'ailleurs, on a décidé de faire un live sur le sujet. Le live il sera déjà passé quand vous écouterez ce podcast parce que bah, il y a eu beaucoup de questions. Mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, allez écouter l'épisode. Si vous voulez, vous pouvez aller le voir sur YouTube, hein, vu que on a mis les grands moyens, vidéo 4K, 3 caméras en même temps, 2 micros, le montage, les studios de. J'ai jamais trop compris si c'est vraiment lié, enfin c'est lié à Green Bull, donc à Nice, chez Ricordia. Voilà. On avait fait vraiment les choses propres. Ça fait plaisir. Et bah c'est comment est-ce que parce que moi sur un épisode comme ça, vous en doutez, c'est pas il y a la YouTube monnaie qui j'ai même pas la monétisation qui me paye là-dessus. Donc voilà, mais bon, Jonathan et moi on s'entend très bien. On s'est dit on va faire les choses bien. Et donc je suis content que ça vous ait plu, mais clairement, moi je vais continuer sur le podcast audio. Souvent on me dit mais pas sur YouTube et tout. J'ai autre chose à faire. Franchement, j'ai autre chose à faire que aller dans des studios de podcast pour filmer, ensuite gérer le monteur. J'ai 260 épisodes de podcast. Je vous les aurais jamais eu si j'avais fait de la vidéo. Les fichiers, ils pèsent des gigas, mais enfin, parfois c'est du 100 gigas. Voilà. Moi, ça me va très bien de continuer comme ça, d'être peut-être aussi un peu moins visible hein, que si j'étais sur YouTube. Mais j'ai l'impression que l'audience des podcasts audio, elle est de grande qualité. Et puis aussi, je trouve ça très important de respecter le temps des auditeurs. Et bah, je sais, c'est l'avantage des podcasts audio. Bah, tu peux faire autre chose en même temps. Je fais des épisodes d'1 heure par semaine. Voilà, je suis très content si vous faites votre sport en même temps, même si vous réglez des tâches, voilà, faire le chantier ou faire plier le linge ou que sais-je, conduire. Voilà, je respecte énormément votre temps, sachez-le. Et du coup, eh ben, je vais continuer sur l'audio. J'ai pas du tout décidé de faire le switch sur la vidéo par respect pour mon temps, parce que je trouve que l'important c'est quand même le fond et pas forcément que vous me voyez sous mon meilleur jour. En vidéo, là c'était une exception en tout cas. Et par contre, bah et puis votre temps bien sûr.
d'investisseurs, de travailleurs, de parents, de sportifs, etc. On arrive au bout de cette intro qui était beaucoup trop long, comme toujours. En plus, je fais ça, je viens de me lever. Je pense que j'ai pas les idées super claires. J'avoue, j'ai fêté mon anniversaire pendant 10 jours, donc là, je suis un peu en repos maintenant. Hem Et le dernier point, bien sûr, si vous pouvez, pensez à, noter le podcast, s'il vous plaît. Sur Apple Podcast, pour vous dire, j'ai 600 000 écoutes rien que sur Apple Podcast. J'ai 237 notes. 600 000 écoutes, 237 notes. Donc ça va faire quoi? Une note tous les 2000 écoutes. Donc je vous en serais grandement reconnaissant si jamais vous pouvez me laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Sur Spotify, j'ai un peu plus de notes, mais n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît. Une petite note 5 étoiles, ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve de l'autre côté avec mon cher acolyte Guillaume. Et bonjour, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on est avec Guillaume. Guillaume, c'est la 3e fois qu'on enregistre, hein, si je dis pas de bêtises, parce que on avait déjà fait un épisode ensemble. Tu es intervenu dans ma formation, négocier pour faire des gros billets, et tu as pris ta retraite à 34 ans. Donc si vous avez plus que 34 ans, vous êtes déjà en retard sur Guillaume. Mais vous avez quand même des bonnes leçons à apprendre et bah, là, tu as publié ton livre, donc c'est pour ça que tu m'as contacté. On va parler de la vie de rentier. On va bien sûr revenir rapidement sur ton parcours, mais on va un peu orienter, vie de rentier. Tu es passé aussi en guest, alors tu étais pas l'invité principal, mais en guest dans Legend, le podcast le plus, écouté, de France. Donc on va aussi un peu revenir là-dessus et puis voilà, la vie de rentier, la vie de papa rentier, comment on s'occupe. Heu, Bah, écoute, je te laisse te présenter rapidement. Bien sûr, on a déjà fait un épisode, mais les auditeurs forcément, ils tournent et du coup, on va revenir sur ton parcours, je pense pendant une dizaine de minutes et ensuite on va vraiment attaquer dans la vie de rentier. Ouais, bah, écoute, merci Thibaut. Donc effectivement, bah, Guillaume, j'ai 39 ans et je suis devenu rentier à 34 ans. Donc ça fait 5 ans maintenant que j'ai cette expérience-là de vie de rentier. Euh, j'ai pas vraiment fait de l'immobilier, mais aussi de la bourse. Mais c'est sûr que voilà, l'immobilier avec l'effet de levier, ben ça permet d'aller plus vite. Et euh, et pour être rentier si tôt, il y a aussi la notion de d'utilisation d'une stratégie qui est un peu atypique, que moi j'appelle la consommation du capital immobilier. Voilà, avec l'idée euh, de vendre petit les biens immobiliers qu'on a constitués. Il y a une phase de constitution du patrimoine et puis qui est suivie en fait assez rapidement, ou en tout cas pour les premiers biens, par une phase de vente, une vente progressive des biens pour vraiment pour supporter le train de vie. Donc ça, c'est ce dont on avait parlé un petit peu, je pense, lors du premier épisode ensemble. Et, euh, et voilà. Et sinon, je suis marié, 2 enfants, on vit à la campagne, et on s'amuse bien. Ouais. La vie de rentier ne t'a pas fait divorcer, bien au contraire, je suppose. Bah, écoute, tu peux nous donc on va revenir sur ton parcours. Toi, tu avais fait un doctorat, hein, de souvenirs, c'est ça? Tu as travaillé chez EDF, c'était EDF? Ouais, Que tout à fait, tu t'en souviens bien. Moi, j'ai et fait des longues études, j'ai fait 10 ans d'études, ou plutôt un profil scientifique, et j'ai fini, enfin, j'ai mon premier et mon seul job CDI, en tout cas, c'était chez EDF, du coup. J'ai fait 6 ans en tant qu'ingénieur-chercheur, donc à toucher à de choses différentes. Euh, mais voilà, et en fait, en parallèle, bah voilà, je faisais des investissements. Enfin, moi, j'ai toujours été intéressé par l'argent, les chiffres, l'optimisation. Et du coup, je faisais à la fois de l'épargne et de l'emprunt, hein. C'est vraiment les deux moteurs. J'ai beaucoup épargné et beaucoup emprunté. Euh, emprunté pour faire de l'immobilier, évidemment, et l'immobilier locatif. Et, euh, et du coup, à colocs, 34 ans, surtout des ouais, colocs, hein? ouais, j'ai 4 colocs, une location nulle, une location meublée, Yes. et puis des parkings, des choses comme ça. Et en fait, voilà, en 2019, j'ai eu l'épiphanie devant mon tableur patrimonial. J'ai vu qu'il y avait moyen de moyenner. Il y avait moyen, voilà, en faisant la consommation du capital immobilier, de partir, en fait, de plus avoir besoin de salaire. En fait, dès que j'ai eu cette idée-là, je pouvais pas la retirer de ma tête, quoi. Vraiment, la liberté m'a trop attiré. Alors que je savais très bien que voilà, si j'ai 6 mois, 1 an de plus, les effets que l'intérêt composé, en plus comme j'arrivais à vraiment épargner pas mal chaque année euh, avec mon salaire, enfin je savais que ça aurait un autre
futur, un autre avenir, une autre trajectoire. Mais j'étais trop attiré par la liberté, donc j'ai dit bye bye patron, dès que c'était possible. Yes. Et c'est comme ça que voilà, en 2020, on était, enfin, on est parti à la campagne et moi je suis devenu rentier. Yes. Trop intéressant et de souvenir, tu pas alors, tout est relatif, hein, mais tu avais un revenu autour de 3 000 € par mois, c'est ça, hein? Ouais, Que ouais, tout à trois fait. mille Ouais. euros. J'ai commencé à 2005 et donc voilà, après 10 ans d'études, c'était pas terrible, mais c'est un peu c'est l'Arch en France, c'est comme ça. 2005 et ouais, j'ai terminé autour de 3 000 € effectivement, ouais, Yes. 6 ans plus tard. OK, donc c'est, ouais, c'est pas un salaire, c'est pas un salaire qu'on s'imagine pour la vie de rentier. Après tout est relatif, hein, c'est-à-dire ça dépend aussi de où vous venez, de combien vous êtes entouré et plus vous gagnez, plus moi je trouve parce que j'en connais, hein, des gens qui ont quitté leur job, grâce à l'immobilier et ce que je peux dire, c'est que moins tu gagnes, plus c'est simple et très proche de moi, j'en ai des gens, quand tu gagnes moins de 2 000 €, bah, 2 000 €, avec 300 000 € d'immobilier, tu fais de la courte durée, tu peux, tu peux quitter ton job. Le problème, si tu es à 6 000, 7 000 net, bah, là, il te faut, 20 courtes durées et 20 courtes durées, tu peux pas les gérer toi-même, donc ça amène d'autres, problématiques et tu peux nous dire peut-être, je crois qu'on n'en avait pas parlé, enfin, en tout cas, on avait parlé de façon indirecte, à quoi tu as renoncé, tu vois, en prenant ta vie de rentier? Tu as quitté Paris. Alors moi, je suis alsacien, hein, donc pour nous, aller à Paris, c'est comme aller au bagne, hein, clairement. Peut-être que les Parisiens, ils comprendront pas. Mais je me rappelle, j'ai un ami qui m'avait dit qu'il allait partir à Paris, mais j'étais, bon, en plus, c'était à l'époque, j'avais pas trop voyagé et tout. Je trouve que Paris, c'est vraiment de mieux en mieux, mais c'était quand même, c'était une décision lourde, quoi. Quand il m'avait annoncé ça, j'avais dit, c'est comme, si voilà, tu t'es blessé, tu remarcheras plus exactement comme avant, mais bon, OK, ça on s'y fait et puis d'ailleurs, bah, tous mes amis alsaciens qui sont allés à Paris sont tous, repartis à présent. Donc moi, quand je vais à Paris, j'aime beaucoup, il y a plein de gens, très brillants qui sont là-bas, mais qui se sont peut-être pas rendus compte de l'ineptie de ce mode de vie que voilà, ça on perd beaucoup de temps, on est serré, il y a mais bon, voilà. Il y a quand même pas mal de gens qui dorment dans la rue, hein, c'est assez étonnant. Après c'est voilà, il y a des bons et des moins bons côtés à Paris. Je pense quand on est jeune, il y en a plein de très bons, puis quand on vieillit, peut-être, c'est une ville qui nous use. Mais à part, donc toi tu as quitté Paris. Est-ce que tu as d'autres choses auxquelles tu as renoncé, enfin, de ton plein gré, Ouais, plus ou moins? hem, Tu peux nous raconter un petit peu? ouais, bah, pas grand-chose en fait, enfin surtout en utilisant le terme de renoncer. Déjà bon sur Paris, moi j'ai vécu voilà, en région parisienne, pendant 34 ans, je suis né à Paris et cetera, donc je suis amoureux de Paris, j'aime beaucoup Paris et cetera. J'ai beaucoup aimé y vivre, ma femme aussi, hein. On aime bien l'architecture, enfin notamment et donc voilà, on voulait pas absolument fuir, et cetera. On était quand même attirés par voilà une vie différente à la campagne, et cetera. Et on n'a vraiment pas été déçus. Enfin voilà, du coup, ça fait 5 ans qu'on y est, un peu plus de 5 ans, et on regrette vraiment aucunement notre choix. Et effectivement, maintenant, en fait, je pense qu'on pourrait plus revenir à Paris. Euh, Ouais, surtout enfin, avec en les 2 termes enfants et tout. de qualité de vie et de désir, hein, pas en termes financiers. Mais donc voilà, c'était pas un déchirement du tout de quitter Paris. Alors il y avait Mmh. juste le côté quand même amis et famille, mais voilà, du coup ça faisait partie de nos critères. On voulait pas être non plus à 10 heures de voyage de Paris. Donc dans le Limousin où on est, il y a pas de souci, 3 heures. Euh, Voilà. Et sinon, en fait, je dis que j'ai pas fui quelque chose, j'ai plus été attiré par quelque chose d'autre. Et Mmh. du coup, j'ai pas, je vois vraiment pas trop quoi citer. Alors, si, en fait, finalement, euh, il faut aller assez loin pour trouver quelque chose qui me manque ou que je regrette. Et aujourd'hui, c'est vrai que du coup, moi, je suis vraiment connecté bah, avec tout ce monde de l'investissement et des gens qui sont voilà comme toi influenceurs de ce côté-là. Et enfin, moi, je consomme énormément de podcasts et de vidéos sur la thématique parce que ça me passionne et puis ça me fait de la veille aussi pour les personnes que j'accompagne. Mais et du coup, voilà, ce qui peut me manquer éventuellement, c'est la proximité bah, avec la facilité de faire des apéros, apéros IMO, des trucs Mmh. investisseurs, des événements quoi. Parce que c'est vrai que c'est sympa.
Euh, donc voilà, c'est un peu le seul truc que je peux citer parce que sinon c'est soit neutre, soit mieux avec notre Yes. nouvelle vie. Ok. Trop intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est le gros avantage de Paris quand j'y vais. Ben, tu peux voir plein de gens et des gens brillants. Après, je pense que peut-être c'est une facette de nos vies. De toute façon, l'immobilier et tout, ça, c'est pas toute notre vie. Donc moi, j'aime bien aussi quand je rentre chez moi décrocher. Voilà, je parle pas d'immobilier avec les gens que je fréquente tous les jours. J'essaie d'éviter parce que sinon après tu tournes plus que autour de ça. Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne réflexion à avoir, quoi. Vers quoi on va et puis la vie, elle change aussi. Je pense que quand tu as 2 enfants, tes amis, tu les vois de toute façon moins. Je sais pas, je sais pas Ouais, ou tu donc t'en, enfin, nous, en l'occurrence, les enfants, ils ont bien aidé pour faire notre pour trou t'intégrer, ouais. et voilà, pour s'intégrer et faire voilà, avoir des connaissances, etc., des amis. Et, euh, et aussi, je voulais juste rajouter un truc par rapport, parce qu'il y a des gens qui pouvaient se poser la question sur le fait de plus être salarié, enfin, de plus aller au travail enfin, 5 jours par semaine, etc., et donc plus avoir ces relations qui peuvent être quand même très sympas aussi, qu'on a au boulot. Euh, voilà, en fait, ça me manque pas plus que ça. Je me fais des potes. Voilà, il y a d'autres canaux. Je fais du sport, je suis dans des associations, et puis voilà, donc les autres parents d'élèves. Donc il n'y a pas de Yes. problématique aussi de Les ce enfants, côté-là. ça aide beaucoup, ouais. J'ai Nils que j'ai eu sur le podcast qui était, bah, de région parisienne qui est venu à Strasbourg et j'étais à son anniversaire, j'étais scotché du nombre de personnes, je sais pas, on était peut-être 30 ou 40 quoi, alors que tu as des personnes, ça ils fêtent leur anniversaire à l'endroit où ils sont nés et puis, s'il y a 10 personnes, c'est beaucoup donc les enfants, ça aide, tu as aussi la personnalité, hein, de chacun qui aide pas mal et c'est vrai que le monde, pour l'avoir connu jadis, le monde, avec tes collègues avec qui tu t'entends super bien, moi ça m'est arrivé et ben, après ils partent et tu as l'impression enfin, tu passes de la personne que tu vois le plus, c'est quelqu'un dans ton bureau, à quelqu'un que tu vois quasiment plus et bah, au final, on se fait un peu à tout, quoi, donc c'est notre vie, quoi. C'est sûr qu'on peut pas baser toute sa vie sur la base des décisions des autres parce que, bah, eux, la vie fait qu'on change, c'est comme ça. Tout change, c'est immuable. OK, donc ouais, on va peut-être juste revenir donc toi, ta stratégie, ça a été: tu me coupes, comme ça, moi, je vais dire je vais toi nous, on n'ose pas se lancer des fleurs, donc toi, tu as acheté, heu, plusieurs appartements avec ton frère, c'était aux alentours entre 200 et 300 000 €, hein, c'est ça à peu près les appartements que tu as Ouais, achetés? plutôt entre 150 et 250. Moi, j'ai Mmh. acheté un bien en propre et ensuite 5 autres avec mon frère. Yes, avec ton frère. Et du coup, au bout d'un moment, tu t'es rendu compte c'était quoi? C'était vraiment le remboursement en tant que tel ou la plus-value que tu en as générée qui t'a dit forcément, c'est un mix des 2, mais qui t'a dit: «OK, je peux partir» parce que, bah, au début, forcément, surtout quand les taux étaient bas, on commençait à rembourser assez vite de pas mal de capital. Mais c'est quoi qui a contribué à ce départ? En fait, dans mon modèle financier, pour vraiment mal que ce plan-là était viable, j'ai pris parce que le plan par défaut est osé, on va dire, et du coup j'ai pris plein de paramètres conservateurs. Donc je suis parti sur zéro revenu, voilà, vraiment pas zéro side business, etc. Je gagne rien. Euh, L'inflation, alors que l'inflation est plutôt positive pour les propriétaires immobiliers, pour les personnes qui sont très endettées. Euh, et zéro plus-value immobilière, zéro flow immobilier, alors que j'en avais voilà. Normalement, ça devait, et de fait, ça a continué comme ça. Donc voilà, j'ai pris plein comme ça d'hypothèses plutôt enfin, voilà, conservatrices, avec aussi un niveau de dépenses estimé, etc. Et quasiment tous, effectivement, se sont révélés, puisque ça fait depuis 5 ans maintenant que le plan, que le plan jusqu'à-là, qui était que théorique, Mmh. euh, ils se sont tous révélés effectivement conservateurs. C'est-à-dire que la réalité est mieux disante. Euh, alors, voilà, il y a juste sur le coup, pour le côté plus-value immobilière, bah là, je n'ai pas pu le tester parce que j'ai pas encore rien de vente du coup de biens immobiliers. Je pense que je vais en vendre un en 2027 parce que ouais, il y a les baux qui se terminent. Donc, ce sera pas en 26, ce sera en 27. Mais, euh, mais voilà, enfin, l'hypothèse de zéro plus-value était
relativement conservatrice. C'est pas non plus du haussmannien au centre de Paris, donc c'est pas non plus hyper conservateur comme hypothèse, Mmh. mais je l'ai prise quand même. Voilà. Yes. Bah, Et après, effectivement, pour te répondre, c'est vraiment basé sur le remboursement, le gros de l'enrichissement, on va dire, il est dans le remboursement du crédit. Et, euh, et donc, c'est vraiment là-dessus que c'est basé, parce que bah, je prends zéro cash flow et zéro réserve, donc forcément, il reste plus que le remboursement du mmh, crédit. Et, euh, et donc, voilà, le principe, c'est je vends un appart. Sur la vente de l'appart, je peux vivre 3 ans, 5 ans, selon pendant ce le temps, montant. Et pendant ce temps, tous les autres se remboursent, continuent à se rembourser petit à petit. Et bah, je vends un deuxième, et sur le deuxième, peut-être que je peux vivre 6 ou 7 ans, etc. Et en fait, ça m'a amené jusqu'à effectivement un horizon où bah, j'avais fini de rembourser les prêts, et il me restait encore 2 ou 3 apparts qui tournaient bien, et donc je pouvais cette fois-ci vraiment pas mal me baser sur le cash flow. yes. Parce que par définition, voilà, si tu as 1 000 000 d'euros, toi, c'était aux alentours de entre 1 000 000 et 1,5 million d'immobilier que tu avais, hein, je pense, Bah par oui, c'est ça. rapport Du au coup, il y a 6 biens qui sont à 200 000 en moyenne, quoi. voilà. Donc sur 20 ans, enfin, si tu fais 1 million divisé par, 20, c'est pas exactement ça vu qu'il y a les intérêts, mais voilà, ça fait 50 000. Ça, c'est un peu, sur la fin de l'emprunt qu'on rembourse, chaque année. Mais sinon, bah, voilà, ça, on le voit bien, ça fait entre 30 et 50 000 € que tu rembourses de capital, par an quand tu as plus ou moins 1 million d'euros. Ce qui est énorme, hein, faut le dire, hein. Si tu gagnes 10 000 € de net par mois avant impôt, tu arrives pas à épargner, 30 000, 30 enfin, enfin, moi, je connais pas mal de professions libérales qui épargnent pas 30 000 € par an en gagnant 10 000 € net par mois, je peux vous l'assurer. Donc, OK. Et en plus, bah, voilà, forcément tes journées, tes après on développe des side business, ça fait que tu as décalé, je suppose, la date de vente, des appartements par rapport au plan initial? Ouais, bah, effectivement, voilà, enfin, c'est comme je disais, la réalité était mieux disant que les projections qui étaient volontairement conservatrices. Et du coup, j'ai pas eu besoin de vendre aussi tôt, en tout cas, que j'avais modélisé. Et en fait, malgré, il faut quand même se poser la question. Enfin, il y a un optimum financier, on va dire patrimonial, qui se situe souvent sur une vente au bout de 7 à 10 ans d'exploitation. Bah, parce que tout simplement, on rembourse petit à petit, on dit que le rapport loan to value diminue. Euh, et, euh, et donc, au bout d'un moment, c'est plus. Enfin, en général, évidemment, il y a toujours des exceptions, Mmh. mais en général, c'est ça, c'est plus intéressant de vendre parce que, tout simplement, tu vends, tu mets tu mets bourse, et ça rapporte autant Mmh. avec moins de problématiques de Moins de taxes gestion. foncières. Yes. Voilà, moins de taxes foncières, etc. Ouais. Voilà, ce qu'on appelle, enfin, moi, du coup, il faut faire un calcul du rendement sur les capitaux lisés. Et, euh, et ce calcul-là me montre qu'il y a un bien voilà, il faut que je le vende. Euh, Étonnamment, celui que j'avais acheté en premier, mais non, en fait, c'est pas étonnant, c'est logique. Mmh. Logiquement, celui que j'avais acheté en premier, il faut que je le vende maintenant. Et donc là, j'attends de pouvoir Mmh. le libérer de ses locataires pour pouvoir le vendre dans de Yes. bonnes conditions. Le calcul, de toute façon, il est assez, alors, je vais faire de façon très simpliste, mais j'ai fait ce calcul parce que là, j'ai 2 biens en vente en ce moment et c'est le calcul que j'ai fait exactement. C'est-à-dire que la bourse, on va faire des grosses simplifications, donc ne venez pas trop, me tanner là-dessus, mais la bourse, ça, double à peu près tous les 7 ans si tu suis la tendance globalement. Donc si tu divises un bien, si tu veux, admettons que tu as un emprunt sur 21 ans pour faire simple, au bout de 7 ans, tu plus ou moins tu vas récupérer à peu près la moitié de la valeur du bien avec une très légère plus-value et les remboursements. Et ensuite, avec cette moitié, eh ben, 7 ans plus tard, tu es à la valeur du bien, donc tu as de nouveau gagné 7 ans et 7 ans encore après, tu as le double de la valeur du bien. C'est un calcul très simpliste, mais pour moi, il tient la route. Donc c'est vrai que, enfin, selon moi, en tout cas, quand tu récupères à peu près la moitié du seul restant dû, ça commence à valoir le coup de vendre. Donc si tu as acheté un bien à, voilà, 100 000 et qu'il te reste 65 000 à rembourser, là, ça peut valoir le coup de revendre selon moi, en tout cas selon mes calculs. Voilà.
Ouais, ouais. Après, enfin, ça vaut le coup de voilà de faire un calcul précis pour vraiment en fait de chaque bien. Mais Mmh. effectivement, c'est un peu l'ordre d'idée, c'est ça. Ou une autre façon de le voir aussi, c'est de se dire, en gros, la bourse, ça rapporte du 8% net, 8% Mmh. net pour la bourse. L'immobilier, ça rapporte plutôt du 4-5% net. Mmh. Encore une fois, une grande variabilité évidemment entre les projets, mais et donc clairement, bah, d'un moment, quand tu as suffisamment remboursé le bien, il vaut mieux mettre les sommes en bourse. Yes. Alors pourquoi on fait de l'immobilier? Tout simplement parce qu'avec 10 000 € Ah en oui, bourse, tu as l'effet de 800 levier. €, alors qu'en immobilier, bah, tu as, voilà, tu Mais peux du coup, c'est un parcours très classique, hein, de se dire, je fais ouais. mon accélération patrimoniale, mon développement patrimonial, principalement de l'immobilier. Et après, j'en parle aussi dans le livre, hein, et après, ben, il y a une phase où tu exploites un peu plus le truc, et puis à un moment, tu décroît en termes d'immobilier pour vraiment faire croître, exploser la bourse. Et quand on dit la bourse, ça peut être aussi un peu de crypto, évidemment, un peu de private equity, un peu d'autres placements financiers, mais qui sont un peu Mmh. plus passifs que l'immobilier en direct. Yes. Et toi, tu dirais indépendamment, tu pas de où tu en es aujourd'hui, genre ce serait quoi un vraiment une première grosse step? Allez, je te dis, pour moi, ce serait 600 000 € de bourse. C'est à peu près la le montant à viser, pour, pour se considérer «rentier», tu vois? Entre guillemets. Je dirais qu'à 600 000, tu commences ça fois 8%, voilà, après tu enlèves la flat tax qui vient d'augmenter, mais si tu habites en France, Ouais. mais voilà. Je pense que c'est un bon enfin, c'est un objectif qui est atteignable dans une vie et qui est ambitieux, hein, forcément, surtout, si c'est pas tout ton patrimoine, mais je trouve que c'est un bon objectif. Ouais, c'est un bon ordre d'idée, heu, mais après ça me donne un peu envie de passer un coup de gueule, tu vois? Heu, parce que, heu, parce que en fait, on est tellement, différents les uns et les autres, Mmh, et donc voilà, il y en a certains qui vont être très contents avec, je sais pas, 2 000 € par mois ou même moins, parce que je sais pas, ils ont leur maison payée, ils ont leur façon de vivre qui est comme ça. mmh, Heu et d'autres qui se contenteront pas de moins de 6 ou 7 ou 8 000 €, mmh, surtout encore plus pour vraiment pour se dire: «Je fais le move je quitte mon salariat» et cetera. mmh, Hem, donc c'est hyper variable et du coup, heu voilà, c'est bien d'avoir des ordres d'idées, ou connaître la règle des 4% par exemple, pour, pouvoir faire des calculs rapides et cetera. Mais ensuite évidemment, bah, il faut aller dans le détail de, bah, mais en fait, quelle est ma situation à moi? Quels sont mes objectifs à moi? mmh, Et 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 du coup, faut pas dire: «Bon, bah, ouais, j'ai dit c'est 600 000, donc si tu as que 450, non, c'est que ça peut pas mmh, passer» et cetera. Oui, inversement, voilà, bien sûr. s'il Oui, faut absolument un la million ou 2 millions. la grosse interrogation, c'est ton logement. Combien coûte ton logement? Parce que je pense hors Ouais, ouais, logement, voilà, voilà, c'est si faut tu revenir as au poste de dépenses et cetera. Faut faire ouais, l'exercice effectivement de savoir, et moi notamment, bah, j'ai pu m'asseoir sur, en fait, je tiens mes comptes depuis 2008. Vraiment, je suis voilà, j'aime bien les chiffres et tout, mmh, donc et ça m'a ce sujet-là m'intéresse, donc je tiens mes comptes, voilà, religieusement depuis 2008. Alors pas tous les tickets de caisse évidemment, hein, mais c'est, avoir les gros juste les in et out de chaque mois. mmh, Combien tu dépenses, combien tu gagnes chaque mois depuis 2008. Ben, du coup, j'avais une dizaine d'années d'historique en 2019 quand j'ai fait le calcul, et donc j'étais quand même raisonnablement confiant sur le chiffre de mmh, dépenses, et de combien on avait besoin. Euh, donc voilà, parce que encore une fois, dans la modélisation, il y a plein de paramètres. Donc, plus on peut être précis sur les paramètres et sur le sens de tel ou tel paramètre, c'est mieux ce sera. yes, trop intéressant. Mais oui, mais moi je trouve, je le dis et je l'assume, que la règle des 4%, c'est du bullshit, que vous y arriverez jamais en fait, parce que si tu veux la règle des 4%, donc pour ceux qui savent pas, la règle des 4%, c'est dans le mouvement FIRE qui est bien connu. Si, tu, retires que 4% de ton patrimoine, et ben, ton patrimoine va jamais diminuer et donc tu peux en vivre. Sauf que le gros problème de ça, c'est que ça suppose d'avoir, pour créer ce patrimoine, des revenus équivalent à 10 000 à 15 000 € par mois et ensuite d'accepter de vivre avec 2 000 €. Parce qu'en gros, ils disent, bah, sur 1 million, voilà, faire 1 million d'euros, c'est déjà beaucoup et après tu vas vivre avec 40 000, tu enlèves les impôts et tout, il te reste 2 000 € par mois. La plupart des gens
qui se sont contentés de vivre avec 2 000 € par mois, ils ont pas eu les revenus suffisants pour atteindre le million de enfin, en tout cas, c'est mon avis, le million de, hem, de patrimoine. Donc voilà, en fait, l'objectif est trop ambitieux. Parfois, il y en a, qui disent: «Ouais, non, mais en fait, c'est 3%». Après, il y a un moment aussi dans ta vie, voilà, tu vas vieillir, décliner, tu dépenses, ma grand-mère, elle a 93 ans, bah, je peux vous dire qu'elle dépense pas beaucoup d'argent. Donc il y a un moment, voilà, il faut aussi voir ça Ouais, de ouais, bah ça, comment moi, tu j'ai pas mal étudié la règle pour cent parce qu'il y a du coup il y a beaucoup de papiers, enfin mmh, d'études hein, qui ont été faites depuis parce que ça date des années 90 et en fait, enfin il y a quand même des réalités, des preuves entre guillemets statistiques qui dont est issu ce chiffre des 4%, ça sort pas de nulle part. Euh, et typiquement, moi, en fait, je m'appuie aussi, en fait, la stratégie de consommation du capital immobilier, ben, quand tu as vendu un bien et que tu as 150 000, 200 000 ou plus d'euros sur les bras, euh, bah, tu les places, évidemment. D'une certaine façon, hein, donc c'est ce que je détaille mmh, dans le livre aussi, mais et donc, combien tu peux espérer avoir de ce capital, tirer de ce capital-là, bah, tu retombes dans cette question-là. mmh, La question qui est, selon un prix Nobel d'économie, une question, la question la plus compliquée de la finance, la question de la decumulation. Après la accumulation, il y a decumulation. mmh, C'est donc, qui est compliqué. Et donc, forcément, euh, l'une des réponses, c'est, ah, il y a la règle des 4%. ouais. Donc, moi, en fait, Oui, non, mais la règle des ça quatre pour s'appuie à cent, la c'est fois sûr sur que ça l'immobilier et sur, fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne. C'est ça, alors là, il y a pas de souci. C'est juste qu'elle est trop contraignante, je trouve. bah, si tu la joues à l'américaine en t'appuyant que sur la bourse, et donc sur l'épargne, ouais, ça va être compliqué. Alors, mais comme on est en France, enfin, autant faire les deux en fait. Ouais, On a ouais. la chance de pouvoir faire effectivement de faire l'immobilier à crédit et puis commencer en bourse au début tranquillement, enfin doucement, et puis après de plus en plus, quoi. Yes. OK et mais oui, mais tu vois, tu parles des 100-150 000, admettons 100 000, tu récupères 100 000, règle des 4%, 4 000 par an, 300 € par mois, brut. Bah oui, c'est pas avec ça que tu as pu prendre ta retraite, enfin ta vie de bah, de ouais, de rentier et tu vois, c'est ça que je reproche et toi, tu as pas vendu, si bien ou tu as récupéré 6 fois 100 000, tu vois? C'est ça que ou pour avoir un salaire, Ouais. enfin un revenu décent. Donc c'est Ouais, en ça fait, le il vaut mieux mathématiquement et financièrement, il vaut mieux étaler les ventes. Tu ouais, peux te dire: «Ah ouais, je vais vendre», mais non, en fait, plus tu vends ouais. tôt, bah, moins tu vas avoir et du coup, vaut mieux retarder le plus possible, chaque vente. Yes, Enfin, modulo ce qu'on a dit aussi sur l'optimum et sur, au bout de le ouais, fait qu'au bout d'un moment, c'est plus intéressant quand même de vendre. yes. Bon, on en arrive à la vie de rentier. Tu es la preuve, hein, depuis 5 ans. Tu as pas eu des haters, tu sais? «Ouais, mais de toute façon, tu vas retourner dans la rat race». Moi, toi, tu t'es pas trop exposé, Ouais. surtout au début, donc je pense pas que c'était J'avais vraiment, pas trop ça, mais j'ai plus eu «Ah mais pourquoi tu continues à travailler?» ouais, «Pourquoi tu continues à travailler si tu es rentier?» ouais. et et en fait, j'ai atteint l'indépendance financière et donc j'ai pas besoin. Pour moi, la définition du rentier, c'est voilà, tu as pas besoin de travailler pour subvenir à tes besoins et à ceux de ton cerveau, donc tes enfants, etc. Euh, mais tu n'as pas besoin d'eux. Ça veut dire c'est pas que tu es obligé de ne pas travailler Ouais, bien pour sûr. faire plaisir aux autres, quoi. Et non, en l'occurrence, moi, mon équipe. Alors j'ai essayé en plus, enfin, entre guillemets, j'ai essayé parce que au début, enfin, j'avais pas d'activité pro et en fait, j'étais pas à l'aise. Enfin, ça me convenait pas en fait, tout simplement. C'était pas mon équilibre Mmh. et j'avais vraiment enfin, en fait, tu commences à cogiter vraiment de fou. Tu te dis mais à quoi je sers, etc. Et un peu comme les vrais retraités, enfin les retraités qui ont 65 ans ou autres, Mmh. parfois certains vraiment ont du mal quoi à passer le cap de Mmh. je bosse 5 jours par semaine, ah j'ai plus cette activité-là et j'ai plus cette utilité-là dans la société, etc. Mmh. Et bref, tout ça pour dire que j'ai testé plein de trucs, pompier volontaire, donner à des élèves en difficulté. J'ai testé des trucs, mais ça marchait toujours pas. Enfin, j'avais toujours pas mon équilibre et je l'ai trouvé comme ça en fait avec la partie coaching, Mmh. où c'est vraiment, ben,
ça me laisse totalement connecté au monde de l'investissement immo. J'investis par Procure en fait aux personnes que Mhm. j'accompagne. Et puis sur la gestion de patrimoine et tout. Moi du coup en plus je suis très curieux et toujours vraiment passionné par ces sujets-là. Donc je continue à apprendre beaucoup de choses. Les gens sont enfin ils ont des situations différentes, des objectifs différents. Donc c'est Yes. il y a un renouvellement qui se fait. Et, du coup c'est top. Euh, Et la vie de bah, en ce moment, on va en parler 2 secondes. En fait, moi, j'avais lu un article là en Alsace qu'il y a un Resto du Cœur qui fermait pendant, alors c'était pas les pires mois, mais en octobre ou je sais pas quoi et heu et en fait, faute de volontaires ou je sais pas quoi et j'ai lu les messages, les commentaires des gens. Alors bon, heureusement, voilà, Dieu m'en préserve, j'ai pas besoin d'aller au Resto du Cœur, mais je me suis dit: «Ouais, quand tu es bénévole, bah, tu vas être bien traité, tu vois? Je veux dire, tu viens gratuitement et tout et les gens, ils commentaient alors que ce soit à la fois, de la part de, bah, des bénéficiaires, y alors il y a je vous dis ce qu'il y avait, hein. Il y en a plein qui disaient: «Les gars, ils viennent en voiture allemande, ils prennent les trucs soit pour les revendre, ils font la tournée de plusieurs endroits, ils te crachent au visage si c'est pas la marque, qu'ils veulent ou quoi, si tu as du faux Nutella ou quoi, donc ça, c'était un des côtés et franchement, j'ai lu des dizaines de messages dessus et de l'autre, le pire, c'était les encadrants, quoi. Apparemment, c'est vraiment les petits chefs, ils te maltraitent, comme pas possible et voilà, enfin, vraiment, ils sont tu super maltraité en tant que bénévole et tout et en fait, moi, je dis toujours: «Ce qui est gratuit n'a pas de valeur». C'est quelque chose, c'est vrai. Moi, je prends mes coachés, donc ça doit être pareil. Les coachés qu'on a, ils ont des avis, j'ai des avis dithyrambiques sur à quel point on les a aidés et tout, alors qu'ils nous ont payés. Mais voilà, parce que en fait, c'est la façon saine, qu'on le veuille ou non, de, d'être utile dans ce monde. C'est les gens te payent et toi, tu leur donnes des résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'étais assez estomaqué quand même et j'ai lu plusieurs posts, plusieurs articles sur le sujet et chaque fois, c'était, des gens qui ont postulé, qui se sont fait remballer ou qui ont vraiment, on les a, enfin voilà, c'était assez hallucinant comme avis donc voilà. Peut-être que il y en a qui se disent: «Je ferais du bénévolat si j'étais rentier». Bah, c'est pas la vie de rêve, quoi. Enfin, je veux dire, si les conditions, elles sont pires qu'au bureau et qu'en plus tu pas payé, garde un Ouais, mais emploi, quoi. il y en a qui sont effectivement qui sont portés par vraiment enfin des objectifs supérieurs, j'allais dire des valeurs, etc. Donc moi j'ai essayé, ça m'a pas trop plu et en fait, en fait c'est parce que ça suffisait pas. Là aujourd'hui, ben voilà, je continue, je fais un petit peu de bénévolat dans une association et mais voilà, mais j'ai besoin aussi de cette jambe coaching. Et moi, je fais du bénévolat 6 mois par an pour l'État. Je fais ma déclat d'impôt hier, je peux vous le dire, 6 mois par an, c'est du bénévolat pour l'État. Bah, justement, on peut peut-être revenir dessus. Du coup, c'est quoi? Tu as une micro, tu as une société, tu as quoi comme structure par rapport à tout ce qui est Ouais. la protection sociale? Comment ça fonctionne? Ouais, la question à la protection sociale du rentier, ça c'est une question qu'on pose de temps en temps. Enfin surtout en fait les gens qui sont déjà un peu avancés dans le truc quand même. Et à un Mmh. moment qui se disent mais en fait comment je vais faire pour plus cotiser et tout. Euh, Parce que et toi, tu vois: «Ah, je gagne 3 000, donc si j'arrive à faire 3 000». Non, mais en fait, tu coûtes 6 000. Donc en fait, ta protection sociale, alors elle est pas très rentable, hein, quand tu payes 3 000 de plus, mais oui, voilà, il en faut quand même une. mais effectivement donc il y a la question en gros la maladie et la retraite quoi principalement. Mais donc il y a ce qu'on a enfin il y a la taxe Puma la taxe des rentiers on appelle ça. En gros si tu as principalement des revenus du capital, euh, et pas de revenus d'activité professionnelle. Et la sécurité sociale, en fait, elle te dit, bah, tu continues à bénéficier des remboursements, donc tu dois cotiser. Et donc, c'est la PUMA. Et Enfin, la on puma, appelle ça imaginez taxe l'animal, PUMA. franchement, ça pique, hein. C'est Ouais, pas, c'est c'est violent, hein, franchement, c'est protection universelle maladie. Euh, et en fait, tu as une cotisation qui est, en fait, mais tout le monde l'appelle taxe PUMA. Voilà. ouais. Mais Et du c'est coup, vraiment cher, hein, peut faire très mal. Voilà, ça peut aller à 6,5, 6,5% du, de tes revenus.
enfin de tous les intérêts que tu as sur ton capital, enfin voilà, de tes revenus de placement. Donc Ah, ça si va. c'est mis quand même, ça. Je pensais que c'était encore plus cher que ça. Et et en fait, il y a différentes façons d'être, enfin il y a différents cas d'exonération. Et l'un d'eux, par exemple, l'un d'eux, c'est que l'un des membres du foyer fiscal gagne plus de, à peu près, c'est toujours des histoires de plafond de sécurité sociale, mais à peu près 10 000 euros par an. Par an. Euh, ouais, par an. Et donc nous, ben, que voilà, selon les années, il y avait toujours moi et ou ma femme gagnions plus de 10 000 euros. Euh, donc on n'a pas eu la PUMAP jusque-là, et donc on continue à via nos revenus, en fait, via Microsoft, pour te répondre, on est tous les deux en micro d'ailleurs. Euh, du coup, on cotise par ce biais-là. Et pour la partie retraite, moi, si j'avais le choix, en fait, j'aimerais vraiment ne pas cotiser du tout, quoi, et faire le truc Non, attends, quelqu'un qui a un bac à ma plus façon. 10, un chercheur en énergie et tout, il voit que ça colle pas à la retraite. Non, ça, on peut pas y croire. Ça. Ouais, mais j'ai fait vraiment des calculs très poussés, tu vois. J'ai dû aller vraiment très loin dans le truc. Ah ouais, bah oui. Ah, quand il y a moins de Parce 2 que, enfants par femme, ça marche pas le système. voilà. Ah ouais, ouais, yes. Et donc voilà. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui se positionnent à faire la question de continuer à cotiser à la retraite. Il y en a quand même, hein, parfois mais voilà, à mon sens, ça a beaucoup moins d'intérêt. Euh, voilà. Mais Et après, tu cotises aussi via la micro, de toute façon. Surtout maintenant, ils ont augmenté pour que tu aies une retraite complémentaire. ah ouais, ouais, voilà, pour la micro, effectivement, tu cotises aussi. Tu cotises aussi. Et si Yes. tu es LMP aussi, si tu passes par un mode Ouais. professionnel, tu cotises aussi. Mmh. C'est le- que, Et voilà, moi, tu je peux cotiseras vous le dire d'une façon ou d'une honnêtement, autre. et je l'ai vu de mes propres yeux. Quelqu'un très proche, a arrêté de cotiser à la retraite et je lui dis: «Mais t'es sûr que tu veux, tu sûr que tu veux arrêter de cotiser?» Et elle, en fait, elle avait, travaillé en France. Donc elle m'a montré. Moi, je sais pas, j'ai jamais travaillé, enfin, j'étais stagiaire en France, mais il y a un site pour voir ta retraite, je sais plus comment ça s'appelle, Mais faut sûrement tirer de retraite. Ponzi.gouv.fr. Et donc, avec son salaire, elle avait le droit à 1 200 € de retraite. Elle gagnait un tout petit peu moins de 2 000 € par mois avant. Donc, ça faisait 1 200 €. Et après, on a regardé le minimum de retraite et il est quasiment à 1 000 €. Et du coup, elle a dit: «Bah, voilà, j'aurai le minimum retraite». Donc 200 € d'écart, c'est un demi-appartement payé, hein, donc c'est pas non plus, donc voilà, entre quelqu'un qui cotise 40 ans qui a un salaire de moins de 2 000 € et quelqu'un qui a jamais cotisé, l'écart il est de 200 €, par mois. Donc ça fait, donc si tu vis 20 ans après ta retraite, ce qui est déjà, pas mal, bah, voilà, 200 fois 12 fois 20, ça doit faire quoi? 50 000 €. Et encore ça, c'est juste, donc voilà ce que ça vaut, de 40 ans de cotisation, 50 000 €. Donc si tu étais prêt à cotiser 1 000 € par an, bah, ça y est, tu serais rentable. Enfin, c'est assez fou. Et d'autant plus, je vais vous faire un autre point sur la retraite, après on va switcher en fait, déjà aujourd'hui, quand tu cotises 1 €, tu récupères moins de 1 €. Sauf que ça, quand on l'entend, c'est un peu fou, mais en fait, c'est de l'euro, non indexé sur l'inflation. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui ont cotisé 1 € ou 6,55 € en 1990, ben ils récupèrent même pas ça aujourd'hui. Quand les apparts à Paris, ils coûtaient, 12 000 francs, bah, enfin voilà, c'est du montant non indexé. Tout ça pour vous dire que si vous l'aviez placé, c'est 1 €, ce serait peut-être 4 € aujourd'hui, donc voilà. Mais c'est bizarre que franchement qu'un scientifique ne soit pas pour le système de répartition dans un pays C'est ça, je suis sans, pas pour ou contre, mais c'est juste qu'il y a des chiffres, effectivement, qui ne mentent pas trop. yes, ouais. Euh, donc ouais, en fait, et du coup, c'est un avantage aussi de devenir rentier, on va dire. Enfin, c'est que tu as déjà fait les calculs en amont, quoi. Et tu as Ouais, déjà prévu, bien si j'ai sûr, prévu enfin, de quoi vivre de 35 à 65 ans, de 65 jusqu'à la fin, ça posera pas de problème aussi. bien sûr. Euh, la modélisation prend en compte tout ça. Yes. Euh, OK, donc ça, on l'a vu, cotise, couverture. Hem, du coup,
dans ton livre, il y a une section les inconvénients de la vie de rentier. Donc, Ouais. raconte-nous. Est-ce que tu as envie de plus dépenser, par exemple? Est-ce que ça en est une, tu vois? Je pense que ça dépend des caractères. Moi, c'est pas le cas, tu vois, genre, enfin, mais les loisirs, enfin, là où je passe du temps, ça coûte pas cher, hein, c'est genre, le sport, la lecture, le sport, ça peut coûter cher, mais ce que je pratique, le foot, la course à pied, le vélo, ça va. Le vélo, ça peut coûter cher, mais encore une fois, il y a une façon de faire, il y a des façons de faire aussi où voilà, tu te payes pas un vélo à 6 000 € Un chaque année, tu Villiers, vois. ouais, voilà. Donc, Yes. ouais, sport, lecture, le potager, euh, voilà, c'est pas trop onéreux. En plus, les enfants sont jeunes, donc mais effectivement, après, il peut y avoir les voyages, parce que typiquement, effectivement, tu te dis, en gros, je suis rentier, j'ai beaucoup plus de temps, donc qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Est-ce que je vais passer, voilà, à des activités qui me demandent, qui me coûtent de l'argent, ou des activités ou voir des activités qui me rapportent de l'argent. Euh, mais ouais, Du coup, il y a quand même des inconvénients. Raconte-nous. ouais, du coup, il y a quand même des inconvénients. Euh, donc les inconvénients, enfin, en fait, je liste justement un peu les questions qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait se poser, et puis je dis dans le livre ce que moi, quelle est la réalité pour moi. Donc typiquement, un des trucs que je liste, c'est être le côté social, le côté voilà, amis, machin, et donc notamment bah, les collègues de bureau. Donc ça, on en a déjà parlé. Euh, il y a cet aspect-là et il y a surtout en fait, enfin pour moi le point numéro un en fait qui est qu'on peut facilement négliger, c'est le côté ouais place dans la société. Donc que j'ai déjà aussi évoqué, hein, mais vraiment c'est une vraie question. Enfin, ça vaut le coup de se poser la question avant. Typiquement moi pour le dire vraiment ouais clairement. Euh, mon, mon indépendance financière et ma vie de rentier, j'avais vraiment super bien cadré, etc. Sur le côté mathématique, sur le côté financier. Hmm. En revanche, sur les autres aspects, je m'étais dit bon, ça va le faire et tout. J'ai des idées de trucs que j'ai envie de faire, etc. Et en fait, il faut aussi passer un peu de temps de réflexion et vraiment se projeter, essayer de se visualiser, dire bon bah je me lève, il est 8h, 8h30, qu'est-ce que je fais quoi. Le jour où je serai entier, qu'est-ce que je fais. Et donc ouais, je reviens sur le côté utilité sociale et place dans la société et qu'est-ce que je réponds si on me dit en soirée qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ça paraît vraiment con, mais en fait c'est une vraie vu que t'es dedans, c'est une vraie question et tu peux te sentir mal à l'aise ou et je pense qu'encore une fois chacun va réagir différemment. Il y en a qui vont être très contents, qui vont être même enfin qui vont se vanter de leur nouveau statut et d'autres qui peuvent être gênés. Donc donc c'est toute une réflexion à avoir et c'est une question qui est très intéressante. D'ailleurs, il y a des personnes qui viennent, prennent des accompagnements avec moi, notamment pour parler de cet aspect-là, enfin pas que le Hmm. côté financier des choses. Euh, donc tu as ça, le côté ami, bon voilà, comme j'ai dit, finalement, enfin le côté collègue, il y a pas que les collègues de bureau dans la vie. Mais voilà, encore une fois, pour certaines personnes, c'était très important. Donc dans ce cas-là, bah, pour ces personnes-là, peut-être vraiment plus préparer les choses. Mais en général, quand tes collègues deviennent vraiment des très très bons amis, ben du coup ils vont rester aussi. Tu Mhm. les vois aussi en dehors du boulot et tu vas les garder du coup même si tu quittes ton boulot. Euh, voilà. Et est-ce que intellectuellement, tu vois, parce que là, j'ai un pote là qui connaît quelqu'un qui a pris sa Oui, retraite et il a dit, le gars, je l'ai vu décliner, quoi. Enfin, en un an, oui. je l'ai vu décliner. Donc, est-ce que toi, Enfin, c'est sûr qu'en fait il faut. Enfin, en général, l'homme par nature, enfin l'humain veut faire des projets quoi. Enfin, on Hmm. veut bouger, on veut faire des choses. Euh, D'autant plus, donc ça c'est un peu impensif, mais enfin en tout cas je serais pas la première personne à le dire, mais d'autant plus voilà pour les personnes qui ont réussi à devenir entier dans la trentaine, en général, c'est ils sont assez actifs, quoi. Ils sont, Hmm. ils aiment bien, ils aiment faire des choses, ils aiment pas, voilà, ils aiment rester toute la journée sur le canapé. Et du coup, c'est une question effectivement. Donc moi, j'ai répondu principe et notamment, enfin pour le côté aussi intellectuel, le côté stimulation intellectuelle. Et donc voilà, il faut moi en fait, j'ai appris depuis 5 ans que je suis rentier, je suis monté en compétence dans plein de choses Hmm. et vraiment plein de choses variées que j'aurais pas forcément fait avant. Euh, donc évidemment, il y a le côté gestion de patrimoine, finance, immobilier, investissement que j'adore et qui est extrêmement vaste, donc dans lequel on peut creuser très longtemps.
Donc voilà. Mais il y a aussi, je sais pas, enfin, j'ai par exemple, je fais plus de cuisine qu'avant. J'ai fait plein de trucs nouveaux en cuisine. Le potager, c'est nouveau aussi. Les enfants, il y a aussi vraiment une part de nouveauté évidemment parce que bah, j'en avais qu'un, Ils j'avais fait grandissent. mon premier, il est né en 2019, donc voilà, il était encore tout Mm. petit et voilà. Euh, Puis encore plein d'autres. Le bricolage aussi, j'ai beaucoup monté en compétence en bricolage, alors que j'avais fait de l'immobilier avant, donc j'avais déjà, enfin, j'avais Mm. un peu de, et c'est toute autre chose aussi que de vivre dans une maison et de l'entretenir. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, la rédac libre aussi, c'est toute une aventure. Mm. Voilà. En tout cas, effectivement, il faut avoir des choses à faire. Enfin, Yes. c'est, alors, à la fois, il y a le côté, enfin, moi, c'est aussi un autre truc que j'ai appris parce que, j'ai appris que c'était important aussi de se laisser, enfin d'avoir des moments de pause. Mm. Parce que moi j'étais voilà en flux tendu, enfin surtout 2018, 2019, 2020. Et après j'ai eu un contre-coup quoi. J'ai vraiment eu un contre-coup. Et du coup euh, voilà, j'ai réalisé, j'ai compris grâce à certaines personnes que c'était ok aussi de se dire voilà pendant enfin c'est ok, enfin voilà, il faut accepter le fait de devoir par moment respirer. Mm. Euh, Yes. Ok. Et 2 points. Alors tu dis, tu mets le niveau où tu veux, le curseur. Un, c'est, du coup, ta femme et ton frère. Tu peux nous en dire un peu plus? Ton frère, du coup, tu es allé les apporter avec lui. Est-ce qu'il a suivi ton chemin? Est-ce que tu l'as, est-ce que, pas du tout? Comment, voilà, comment il voit ça? Quelle est la stratégie que lui, il a adoptée? Sachant que, du coup, une grosse partie du patrimoine était commune, donc si vous aviez voulu, enfin, s'il avait voulu, il aurait pu s'approcher au moins de ta stratégie, quoi. oui, alors la stratégie se base aussi sur la partie épargne. Mmh. Mais bon, je pense qu'on n'était pas forcément très éloigné non plus de ce côté-là. Euh, Bah écoute, lui, il se trouve que pareil en 2020, il y a eu un peu un changement de vie. Euh, Enfin, il est pareil, là, il a quitté le salariat, il est devenu freelance. Mais il est plus actif que moi dans ce cas. Enfin, voilà, il passe plus de temps à travailler que moi. Son équilibre est un peu différent du mien, Mmh. mais quand même, enfin, on s'est quand même suivi dans le sens où voilà, il fait pas, enfin, enfin, il est freelance et quand même la charge de travail, enfin, et la façon de travailler est très différente. Mais il est à Paris. Donc il part pas du tout sur ouais je sais pas, je pense pas qu'il ait fait ses calculs de consommation de OK. capital immobilier, etc. Et quand même il y a quand même un côté très positif, c'est que enfin, pour moi c'est que lui du coup il est vraiment très cool sur ce qu'on est en indivision, enfin pour savoir quand Mmh. est-ce qu'on est bien, etc. Moi c'est sûr que la stratégie du coup elle se basait en tout cas à l'origine sur une vente assez bien déterminée dans le temps de tel bien Mmh. il faut le vendre à tel moment, Mmh. etc. Et, euh, et lui, il est très cool. Donc il m'a dit, ouais, enfin, il n'a pas dit texto, mais enfin, je devine que si je lui dis là, ce serait bien pour moi de tel bien. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et il sera pas trop, euh, embêtant Ouais, c'est ça, là-dessus. parce que c'est un gros point, hein. Franchement, quand vous êtes associés, s'il y en a un qui veut Ouais. vendre au bout de 2 ans, ben, en gros, tu récupères, presque rien entre les frais d'achat et puis, les frais d'agence et tout. Donc c'est sûr qu'il faut, sauf si tu as vraiment bien acheté, faut être d'accord, à ce sujet, quoi. Et le gros point pour moi, c'est la résidence principale. Est-ce que, ton associé, où est-ce qu'il en est par rapport à ça? Et les enfants. Voilà. Mais, enfin, en tout cas, c'est les points à discuter, je trouve, qui, qui auraient pour conséquence de devoir vendre un peu plus rapidement Ouais. que prévu, quoi. OK. Et ta femme, du coup, est-ce qu'elle travaille à plein temps? Donc, en off, tu m'as dit que là, elle a aussi une petite activité, mais, pas à plein temps. Voilà, comment ça s'est fait? Est-ce que Ouais, le c'est pareil. En deal, fait, c'était partir à 2 ou c'était quoi le deal? Parce que du coup, c'était pas euh, avec elle l'immobilier? On est d'accord? Enfin, en tout cas, elle était pardon, pas si l'IMO, c'est en grande partie avec elle parce qu'en fait, on s'est marié en 2018, on s'est marié en communauté, OK, ouais. donc, elle est co-signataire de plein de choses. Elle a jamais mis les pieds dans les apparts et tout, mais elle est là. Euh, et, et du coup, elle, bah, elle m'a précédé sur le côté freelance.
était freelance depuis 2016, fin 2016. Et du coup, au contraire, elle m'a un peu encouragé aussi. Enfin, quand je lui ai dit que j'avais ce projet-là, euh, de quitter le salariat et tout, elle a été enfin, elle m'a pas mal supporté, donc c'était cool. Euh, enfin, effectivement, son activité, elle, enfin, depuis la naissance du premier, donc depuis 2019, euh, il y a une activité qui est un peu moindre en termes de volume horaire et tout. Et voilà. Et du coup, moi, je lui dis, ben voilà, avec les calculs que j'ai fait, on peut vraiment, t'es pas obligé de, enfin, en tout cas, au niveau financier, on est OK, t'as pas besoin de travailler. Et donc elle, bah, du coup, son équilibre en ce moment, c'est peut-être un peu comme moi en fait, autour de 1 à 2 heures par jour. De travail. Yes. Ouais. OK, et je pense que c'est super important parce que si enfin, après chaque couple trouve son équilibre, mais c'est sûr que si tu en as un qui travaille admettons qui a tout fait pour être rentier et l'autre qui travaille à plein temps, je vois vite les tensions qu'il pourrait y avoir quand celui qui a travaillé à plein temps rentre et que l'autre, bah, voilà, si tu rentier, c'est pas pour être homme au foyer non plus, quoi. Enfin, c'est pour, donc enfin, déjà toutes les personnes qui sont à leur compte et qui ont pas de bureau physique et je vois bien que ça peut créer des problèmes de rythme. J'ai un très bon ami à moi qui a quasiment 100 appartements. Là, il a eu un deuxième enfant et du coup, il m'a un peu raconté, sa compagne qui est en congé maternité et lui, bah, forcément il est occupé la journée, mais du coup, voilà, ça peut enfin, c'est pas le même statut quand même, être en congé, maternité et puis, être à son compte, même si tu as les choix de tes horaires, il y a un moment, faut quand même travailler, quoi. Donc donc là, je pense que vous avez le bon rythme. Mais après, c'est chaque couple, hein, Ouais, c'est ça. Encore une fois, ça fait partie des choses qu'il faut anticiper. Et mmh, en l'occurrence, au sein d'un couple, bah du coup, ça passe par la discussion. Mais voilà, pour le coup, on était assez alignés, enfin alignés même avec ma femme. Donc ça c'est bien passé. yes. OK, le dernier petit point, on peut parler, tu es passé chez Legend. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc tu étais, il y avait un invité qui a un business qu'on citera pas sur lequel chacun a son avis. Mais, comment ça s'est passé un peu? Genre, tu as postulé, raconte-nous la logistique et tout, comment ça se passe dans les coulisses? Ouais. Bah, en fait, ils ont vu que j'étais passé chez Bye Bye Patron, alors direct, ils m'ont Ah, fait: ben voilà, «Est-ce que c'est tu pour viens nous ça. faire l'honneur Eh oui. de passer chez Non, nous?» mais tu rigoles, mais je vais vous le dire en exclu, je l'ai pas dit encore. J'ai une journaliste de TF1 qui m'a contacté pour, pour un sujet et je lui ai pas répondu du tout parce que moi, je suis un peu, je suis anti-télé donc et anti-journaliste. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai les Je te print dirais screens, j'ai son numéro si vous voulez, la je te dirais contacter. pas que je suis passé sur M6, Si, tu es mais passé, non? Tu es passé, ouais, hein? ouais, 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 je suis Ouais. passé sur le JT de M6. Mais Yes. ouais, donc sur les Legends, bah, en fait, moi j'ai donc c'est effectivement le premier podcast francophone et moi je l'ai découvert sur le tard parce que bah il est pas typé investissement, donc au début moi Mmh. je regardais que enfin j'ai que des trucs vraiment invest et j'ai fini par le découvrir parce qu'effectivement ils ont lancé leur truc Legend Business et du coup il y avait des thématiques qui m'intéressaient davantage et en fait à chaque début d'épisode il dit ouais si vous voulez si vous avez un truc à raconter, une histoire de vie, vous pouvez nous contacter. Donc j'avais fait ça début, il y a 1 an et demi, si tu veux. Il y a 1 an et demi, j'avais fait ça. Et tu leur envoies un mail et tu reçois direct une réponse automatique en mode, ben, on reçoit plein de mails, donc ne vous offensez pas si vous ne recevez pas de réponse immédiate, etc. Et moi, ils m'avaient rappelé direct. En fait. Ils m'avaient rappelé, on avait eu un petit échange. Ils m'ont dit, bon, bah écoute, ton profil est intéressant. Pour l'instant, on n'a pas de sujet qui, 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 euh, qui fait sens, mais voilà, on te garde dans nos papiers, etc. Et effectivement, bah, quelques mois plus tard, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, bah là, on va faire un sujet sur la retraite. On va inviter des gens qui ont une histoire particulière à raconter par rapport à ça. Et donc, je faisais partie de 3 personnes, trois inconnus finalement, des 3 inconnus qui étaient interviewés. Et voilà. Après, effectivement,
Et c'est quoi, tu es Legend Big. maquillé? Ça a duré combien de temps? Tu es resté combien de temps par rapport à combien de temps de Ouais, bah, alors, c'est peut-être parce que c'était le vendredi après-midi. Donc, en fait, c'est une usine. C'est vraiment c'est industriel, quoi. Ils tournent énormément de podcasts et tout. Et du coup, ils ont 3 ça par bosse, enfin, semaine. ouais, ça bosse pas mal. Ouais, 3, même 4, je pense. Enfin, ça dépend Ouais. des, et, euh, et du coup, je pense que certains étaient dans l'équipe étaient un peu fatigués. Toujours est-il que voilà, l'expérience, l'expérience de l'interviewer était pas extraordinaire, je dois le reconnaître. Euh, T'étais à Paris, dans des petits bureaux et tout, t'as pas vraiment d'endroit pour toi et tout. Et donc effectivement, bah, on est maquillé. Il a fallu attendre un certain temps, donc c'est ça qui était sans savoir pourquoi et quand est-ce qu'on serait interviewé. Donc voilà. Mais c'est pas non plus trop. Et voilà. Après le tournage en lui-même, bah dans la petite salle qu'on voit, hein, en fait, enfin, Mmh. ça paraît, enfin c'est plus petit en fait. Moi j'avais pas réalisé que ah oui effectivement les murs sont pas très loin de la caméra et tout. Du coup, en fait c'est une petite salle tout simplement. Euh, et Euh, Bah voilà, moi il se trouve que j'étais pas très à l'aise sur l'enregistrement, donc j'étais pas très content de ma prestation au final. Donc vraiment j'ai eu un goût amer en sortant du truc et je croisais les doigts pour que le montage Bien. fasse, parce que du coup évidemment il y a beaucoup de montage, hein, contrairement à, à, à la plupart des podcasts par exemple. Mmh. Euh, et les monteurs ont fait un travail assez correct, mais enfin un bon travail. Et comme moi j'avais vraiment fait une prestation médiocre, ils ont réussi un peu à rattraper le coup. Donc c'est pas trop mauvais. Mais c'est sûr que je préfère le format podcast où on peut davantage s'étendre, et expliquer les choses, détailler les choses. Et je m'étais pas préparé en fait. Je me suis trop voulu. Après, je me suis dit, t'es en débile. Pourquoi tu t'es pas préparé à faire des réponses, parce que du coup, voilà, il faut faire des réponses rapides, Mmh. aller straight to the point. Et voilà, c'était une bonne Yes. leçon pour moi. Ça, mais moi au début, tu vois, j'envoyais les questions. Mais en fait après, je trouvais que ça faisait trop réciter et donc Ouais, et puis nous, bon, bah, voilà, on se connaît un petit peu donc c'était pas forcément nécessaire mais puis c'est pas mal de dévier de temps en temps. Mais forcément, ouais, c'est un autre rythme, c'est un autre façon de fonctionner et tu as eu des retours? Tu as eu beaucoup de gens, que ce soit là ou sur M6? Comment raconte-nous un peu le l'autre ouais, côté, quoi. ouais, par rapport à ça, ben en fait du coup le Legend business, donc business, ça veut dire que derrière il y a quelqu'un qui paye. Et c'est lui qui fait sa promo. Bah du coup, c'était pas moi. Et Mmh. et du coup, moi, il y avait pas mon nom, il y avait rien du tout. Il y avait juste Je Guillaume. savais juste que c'était Guillaume, Et ouais, voilà. Guillaume. Et si tu tapes sur internet Guillaume Legend, bah tu vas tomber sur Guillaume Play, Ah qui ouais, est en le plus mec qui pas fait Legend. quelle idée d'avoir le même prénom aussi. Voilà. Donc a priori, c'était assez limité. Donc moi, évidemment, je me suis empressé de faire des posts sur mes réseaux. Mais pareil, mes réseaux, je suis pas suivi par énormément de monde non plus. Donc et finalement, il y a eu quand même une petite vague Legend, parce que les gens ont réussi à me retrouver du fait de mes posts aussi sur les réseaux, je pense. Mais parfois, il y avait il y avait des histoires assez dingues. Il y en a un qui a pris le transcript de la vidéo Legend. Il a pris le transcript, il a pris juste les parties où moi j'intervenais. Il a mis ça dans ChatGPT et il lui a dit, trouve-moi l'email de ce gars-là. Mmh. Et ChatGPT lui a quand même pas trouvé mon mail, mais il lui a trouvé ma page LinkedIn. Et du coup, il a pu me contacter comme ça. Ah, Euh, donc ouais, ça a fait quand même un peu de visibilité, et notamment du coup avec des profils un peu différents, parce que ben forcément les jeunes est écouté par une part beaucoup plus voilà. vaste de la population. Donc ça, et puis après bon, MC c'était vraiment quelques secondes. Tu Ouais, passes une demi-journée à tourner et tout, mais au final c'était vraiment quelques secondes. C'était un reportage sur les abonnements et sur le fait que l'impact des abonnements sur le budget des Français. OK, Euh, et donc j'ai eu quelques retours aussi suite à ça, mais moins que Legend. OK. Mais par contre, j'ai vu, hein, franchement, il y en a qui t'ont taillé un peu, hein, dans les commentaires, sur des shorts. Ouais. J'ai vu sur des shorts, mais Ah après ouais, c'est la probablement. masse, Non hein, mais c'est comme ça, hein, bah c'est oui, oui. Moi
j'ai pris le parti de pas regarder les commentaires Ouais. YouTube, Non, ils parce étaient que tous super bons, super élogieux. Guillaume, t'es une ah source voilà. d'inspiration pour nous. Moi, Yes. je vais aller les regarder alors. Non, 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 mais franchement, oui. parce qu'effectivement, du coup, enfin, je me suis dit que c'était vraiment contre-productif de les regarder. Parce que moi, du coup, en fait, en plus, je sais que je peux être assez émotionnel par rapport à ça. Et du Mm. coup, je vais pas réussir à, enfin, voilà, ça va pas, ça va faire plus de mal que de bien. Au contraire, les gens qui vraiment venaient me contacter, qui avaient fait l'effort de me rechercher et tout et de me trouver sur LinkedIn, sur Insta et autres, ben c'était beaucoup plus bienveillant. Bienveillant. C'était marrant parce que sur LinkedIn, quand j'ai posté le truc, direct, je me suis fait attaquer par deux personnes, et même une personnalité de notre petit monde de l'investissement immobilier. Mais non, mais en plus quelqu'un enfin, qui fait des super contenus et tout, mais direct il m'a dit ouais, c'est louche et tout machin. Enfin il a dit bah, combien t'as payé machin. Ah bon t'as pas... Moi je dis bah j'ai rien payé. Ah bon t'as rien payé. Bah pourtant dans les conditions générales de vente ils mettent que c'est payant et, ça. Et Yes. mais c'est évident. Enfin c'est pour quiconque regarde l'épisode. On devine très très bien lequel des quatre intervenants a payé. Euh, la pub, elle est obvious, quoi. Donc, voilà. Yes. Et en plus, c'est 40, enfin, du coup, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, Mm. certains par même de 100 000 euros, certaines interventions. Euh, donc moi, si vous voulez, ça rentrait pas dans mon plan, Ça rentrait pas dans le plan. Là, ça faisait vendre tout non, le parc en 2026, là. non, Donc, non, non, voilà. yes. Mais voilà, ce que je peux dire, et ça n'engage que moi, si des gens payent des centaines. En fait, le risque et le rendement, bah, toi et moi, on connaît bien l'investissement. Mm. Le risque et le rendement, ils sont liés. Donc, si quelqu'un paye des centaines de milliers d'euros, celui qui souscrit, il paye plus que. Enfin, le risque-rendement, il est moins bon pour lui, hein, tout simplement. Voilà, je vous apprends rien. Donc, voilà, c'est qu'il y a de la marge qui part, mais on en dira pas plus. OK, bah, trop intéressant. Bah, écoute, du coup, ton livre, il est dispo sur Amazon, je suppose? Ouais, dispo sur Amazon. Moi, j'ai fait de l'auto-édition, donc ouais, Ouais, il est sur Amazon en papier et puis version e-book. Et je pense on a même pas cité, donc mais on pourra le citer. Et puis tu mettras des liens, j'imagine. Mais bien sûr. c'est Rentier à 34 ans sans haut salaire ni héritage. Euh, De Guillaume Angot, Angot. Bah, merci ouais. Guillaume, ça m'a fait, trop plaisir de faire un petit update avec toi. Bah, félicitations encore, hein, pour, ta vie de rentier depuis 5 ans et de continuer à cotiser à ce beau modèle, social, français et en plus tu as fait Ouais. 2 enfants. Donc voilà, toi tu as fait ta part Je de. participe. Voilà. Là, on peut Ouais, pas voilà, m'attaquer. tu peux pas, tu participes à la. Bon, après l'idée c'est pas d'avoir un actif pour un retraité non plus, hein, mais voilà. Merci beaucoup, je te souhaite tout le meilleur et puis, bah, on refera un épisode, heu, à l'occasion pour un petit update. À très Avec bientôt. plaisir, Bye bye. Thibaut. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Et voilà, on a arrivé au bout de l'interview avec Guillaume. Petit rappel, vous pouvez prendre un appel gratuitement avec moi sur grosbillet.com pour parler de vos projets, notamment de vos investissements immobiliers. Pensez également à noter le podcast, s'il vous plaît. Apple Podcast, une note tous les 2000 écoutes. C'est pas assez. Spotify, YouTube, vous pouvez laisser des avis. Et puis si vous êtes sur les autres plateformes, merci d'écouter chaque semaine. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller écouter l'épisode de la semaine dernière avec Jonathan. Pourquoi le ouvrir une salle de sport est l'un des meilleurs business en 2026. Bon, on vous donne tous les chiffres, le nombre d'abonnés, la consommation d'eau des douches ou presque. Et voilà, pourquoi c'est intéressant d'ouvrir une salle de sport. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'aurai fait le plein de vitamine D d'ici là. J'aurai quelques heures de décalage horaire, mais je serai au rendez-vous si tout se passe comme prévu. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et à très bientôt. Bye bye.